Bonjour d'abord à chacune et à chacun, ravi d'être avec vous ce matin. Je salue Sébastien Martin évidemment et Olivier Bianchi, puis l'ensemble des collègues qui sont ici. Et pour répondre à votre question, je crois que ce n'est en rien un hasard si nous sommes réunis ici collectivement à cette table ronde. D'abord, ça doit à la détermination du président d'Intercommunalité de France. Je veux saluer la volonté qu'il a été la sienne de nous avoir collectivement ici, parce que la réalité, je crois, c'est que tous, nous avons été en première ligne pendant la crise. La vérité, je crois, c'est que dans ce pays, il n'y aurait pas eu autant de distribution de masques aux habitants, autant de tests réalisés, autant de centres de vaccination qui ont fonctionné s'il n'y avait pas eu cette mobilisation des différents niveaux de collectivité. Carole vient de rappeler comme les régions ont été mobilisées sur le champ du soutien aux entreprises sur le volet du développement économique. Les départements ont été particulièrement attentifs à l'aide aux communes et aux habitants les plus fragiles. Et puis France Urbaine et l'équipe que dirige Caroline Cayeux ont travaillé notamment sur tous ces sujets d'interterritorialiser. Comment on évite dans notre pays d'opposer en permanence les territoires urbains, périurbains, ruraux, mais comment on cherche plutôt les complémentarités. Donc oui, il y a eu évidemment des conséquences spécifiques dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Si je devais donner 15 chiffres, je rappellerais qu'on a vu l'épargne nette des villes de plus de 100 000 habitants fondre de 80%. Parce que la conjugaison des charges de transport, et notamment de transport en commun, et des charges de centralité, ont amené cette réalité. Mais surtout, je crois que ce qui nous réunit ici, c'est la capacité à dire, face à ce diagnostic, comment on fait, comment on agit, comment on évoque et comment on évite certains écueils, pas en théorie, mais dans la pratique. Je vais donner un chiffre. On a évoqué à plusieurs reprises le fait qu'il fallait sortir des appels à projets. Je le dis d'autant plus que je sais que la ministre qui va nous rejoindre, Jacqueline Gourault, y est sensible. Entre nous, on peut se dire la vérité, on n'y est pas encore. Quand on regarde uniquement les appels à projets pour les collectivités, on est à plus de 43. S'il y a un élu dans la salle qui n'a pas entendu un de ses collaborateurs lui dire, en plus d'être au rendez-vous de la crise, en plus de mettre en œuvre les engagements de mandat issus du suffrage universel, on doit passer du temps à répondre à des appels à projets, ce qui crée, on le sait tous, des situations d'inéquité en fonction des moyens techniques et des moyens de ressources humaines de nos collectivités. Sur ce sujet, le diagnostic, il est fait, je crois, depuis maintenant un moment. On doit vraiment réussir à passer à la traduction effective. Enfin, un mot sur la question des finances, parce que je crois que le sujet, il n'est pas simplement quantitatif. Oui, il y a aujourd'hui des sujets financiers importants dans toutes nos structures, dans un pays où 70% de l'investissement local, du pays passe par les collectivités locales. Mais on a aussi des enjeux en matière de fonctionnement. Et ça, je veux l'évoquer ce matin parce que les réponses aujourd'hui, elles arrivent, parfois insuffisamment, sur l'investissement, mais elles finissent par arriver. Sur le fonctionnement, elles sont très faibles. Dans la vraie vie d'une collectivité, moi, je ne sais pas ouvrir des classes sans mettre des ADSEM ou des hommes et des femmes à faire le ménage dans ces classes. Pardon de prendre cet exemple prosaïque, mais je crois qu'une des capacités du terrain, des élus locaux que nous sommes, c'est aussi de dire attention, entre un tableur Excel à Bercy et l'effectivité de la vie réelle dans les territoires, il y a des sujets qui ne peuvent pas échapper à la pratique. La nécessité d'être concret, mais vous-même, justement, à la métropole nantaise, vous avez signé un accord de relance avec le Premier ministre. Est-ce qu'il porte ses fruits, cet accord de relance? Comment ? Oui, nous avons signé un accord de relance et je me retrouve tout à fait dans les propos qui ont été tenus à la tribune par Sébastien Martin, qui a eu cette jolie formule, très courtoise mais très claire, en disant le quantitatif en termes de signature du nombre de contrats est au rendez-vous. Du point de vue du qualitatif, nous avons collectivement une marge de progression. Je crois que c'est important de le dire parce que d'abord c'était notre responsabilité d'être au rendez-vous de la relance. Chacun ici veut la réussite du pays. Chacun ici sait que quand la situation est difficile, il faut faire bloc au-delà des convictions des uns et des autres. Mais là aussi, sur ces CRTE, il y a parfois eu des inéquités. Selon la manière dont a fonctionné ce qu'on a appelé le couple préfet-maire, il y a eu
des réalités extrêmement différentes selon la manière dont les choses se sont passées dans les territoires. Et puis je crois que derrière les enjeux financiers, il y a un enjeu qui est peut-être encore plus important, que derrière les questions financières se nichent les questions d'autonomie fiscale. Derrière les questions d'autonomie fiscale se nichent en réalité les questions de liberté et de libre administration de nos collectivités. Et derrière cette question se niche en réalité la question du modèle qu'on veut pour notre pays. Est-ce qu'on veut une nouvelle étape de la décentralisation ou est-ce qu'on veut une France qui reste très jacobine, très centralisatrice? Alors, à France urbaine, mais je crois que c'est une chose qu'on partage très largement. On pense qu'il faut une étape de la décentralisation. Je vais prendre un sujet concret parce qu'on l'a signé ensemble avec Caroline Cayeux, avec Sébastien Martin, autour de cette idée du pacte de Dijon. Moi, si je me bats contre cette idée, contre cette caricature qui vise à dire toutes les grandes villes sont riches et tous les territoires ruraux seraient en difficulté, c'est parce que je considère que quand on dit ça, d'abord on ne cherche pas de solution, on oppose plutôt de rassembler. Mais vous avez le sentiment on dit qu'on aussi, le dit encore, pardon, ça je vais finir. Oui, on le dit encore beaucoup trop, mais on dit aussi à tous les jeunes de nos quartiers populaires qu'ils sont invisibles aux yeux de la République. Parce que ces jeunes-là, ils ne se reconnaissent pas dans le cliché des métropoles qui seraient que riches. Donc on a besoin de contractualiser, donc on a besoin de territorialiser, donc on a besoin d'objectifs concret sur le terrain et de faire confiance au territoire dans la diversité qui est la nôtre. Enfin, je termine par un dernier point plus prospective. Moi, je suis très intéressée pour qu'on puisse continuer à creuser ensemble une question dont on sent qu'elle émerge. Je vous avais évoqué, Caroline, la question des villes moyennes. Je pense que c'est un sujet pour nous tous. Quel sera en réalité l'effet post-crise sanitaire pour les villes moyennes? C'est un sujet pour tout le monde, parce que derrière les enjeux de l'interterritorialité, on voit bien comment cela aura des impacts. Donc je pense qu'on a à la fois répondre au sujet d'urgence. Métropolisation. Oui, moi j'ai encore ouvert 40 classes cette année. Je peux vous dire que si j'en avais ouvert que 28, ça m'aurait réglé quelques questions financières. Donc je l'évoque parce que là aussi, entre ce qu'on lit, ce qu'on entend et la réalité des choses, on a besoin d'affiner. Je pense qu'on a à cœur de partager ces sujets prospectifs, les attentes des habitants qui peuvent évoluer. En tout cas, c'est dans la complémentarité des actions que nous menons que nous trouverons des réponses effectives en réponse aux habitants. Je crois que c'est ce qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui. Merci.